Merci à tous d'être présents et de participer à cette table ronde. Je vais présenter rapidement donc les 5 intervenants qui ont accepté de discuter autour des politiques de sciences ouvertes dans les établissements. Nous avons donc Martine Garnier-Rizet qui travaille à l'ANR et qui est responsable du département numérique et mathématiques. Anne Laurent, qui est vice-présidente déléguée à la science ouverte et aux données de la recherche à l'Université de Montpellier. Lionel Morel, directeur adjoint scientifique en charge des questions de sciences ouvertes à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Michel Paul, directeur de l'information scientifique et technique de l'INSERM. Et enfin Sylvie Rousset, directrice de la DEDOR du CNRS, la direction des données ouvertes de la recherche. Donc, l'idée de cette table ronde était d'échanger autour des politiques sciences ouvertes dans les établissements. Vous savez que dans le plan national pour la science ouverte en 2018, il était inscrit dans l'axe 3 une mesure pour engager les opérateurs, les organismes et les établissements à se doter d'une politique de sciences ouvertes. Et il y avait donc une forte incitation pour que la politique qui a été menée au niveau national puisse avoir des déclinaisons dans les établissements et des déclinaisons pratiques appliquées. Et c'est ça qui était important. Donc, on a 3 ans de recul maintenant et il y a eu un déploiement assez important dans les établissements. À l'occasion du bilan du plan national version 1, il y a eu une enquête de menée avec 75 établissements qui ont répondu. Donc, c'est une enquête partielle, mais qui est quand même intéressante. Et la question posée était, avez-vous des stratégies de sciences ouvertes mises en place au sein de vos établissements? Et donc, en gros, dans les réponses aujourd'hui, sur les 75 établissements, 60 ont désigné un référent sciences ouvertes, ce qui est déjà un premier pas, hein, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ces questions au sein d'un organisme ou d'un établissement. 40 organisent des formations à la science ouverte, point très important dont nous parlerons lors de la science ouverte, lors de la table ronde, et 20 ont défini une politique de science ouverte. Donc, on peut penser que ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'est un début. Et nous allons discuter donc avec les 5 personnes qui sont autour de la table de ces politiques de sciences ouvertes, comment elles ont été mises en place, pourquoi, etc. Pour que la table ronde soit un peu dynamique, je vais poser des questions, des thématiques à chacun des intervenants pour essayer d'avoir un échange le plus fluide possible. Et à la fin de chacune des thématiques abordées, vous pourrez donc poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis Laure nous aidera à répondre au mieux aux interrogations et questions que vous pouvez avoir. Alors, un premier tour de table peut-être tous les 5 pour une question générique sur la politique de sciences ouvertes dans votre établissement, qui, que, quoi, quand ou comment, avec, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place, mais très rapidement pour faire une présentation générale, et puis peut-être si vous avez une mesure phare dans cette politique qui vous paraît importante de mettre en avant dans ce premier tour de table. Je vais commencer en fonction de ce que je vois. Anne, pour Montpellier, du coup. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour l'organisation. C'est vrai on est fiers à Montpellier de pouvoir accueillir même virtuellement ces journées. Oui, alors moi je suis arrivée en 2019 en fait sur cette thématique au sein de l'Université de Montpellier grâce aux actions qu'Odile a citées autour du PNSO qui incitait les établissements à mettre en place ces politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, parce que typiquement au niveau du portail HAL, et puis même sur un enjeu qu'on citait un petit peu moins quand on parle de sciences ouvertes, sur la recherche en train de se faire autour de la science ouverte. Il y a des chercheurs qui cherchent sur la science ouverte. Donc il y avait des choses dans l'établissement, bien sûr, mais une volonté en fait, et puis c'était le moment de renouveler l'équipe de direction et de présidence de l'université, de poser ces enjeux-là à l'échelle d'une vice-présidence. Donc, c'est mon arrivée. Alors, évidemment, je ne travaille pas seule, on est nombreux. Et le qui, en fait, c'est l'ensemble des acteurs, qu'ils soient dans la sphère, je vais dire, enseignement-recherche ou dans la sphère des directions. Et typiquement, on a voulu cette structuration, c'est peut-être ça que dans les mesures phares qu'on pourrait mettre en avant à l'Université de Montpellier, c'est comment est-ce qu'on structure
au sein de l'établissement les réponses à apporter aux collègues. Et cette structuration, elle a deux pieds. Elle a un pied dans un groupe interdirection, c'est-à-dire comment est-ce que les compétences, que ce soit juridique, l'accompagnement à la recherche dans la DRED, évidemment les bibliothécaires et documentalistes et tout l'accompagnement du service commun à la documentation, mais aussi la DSI et toutes les infrastructures qui étaient en place déjà pour HAL, comment étendre ça pour organiser un guichet unique de réponse aux collègues de manière transparente, c'est-à-dire sans qu'ils aient besoin de savoir à quelle direction et à quelle personne il faut s'adresser, mais qu'ils aient les réponses et que nous nous organisions en interne. Ça, c'est le premier pied. Et puis, le deuxième pied, c'est la création d'un institut de sciences et données pour s'attaquer de manière forte à l'échelle du site de Montpellier, donc pas seulement l'Université de Montpellier, aux enjeux des données de la recherche. Et je pense, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus parce qu'il y aura des choses, mais on est sur un site qui est vraiment fondamentalement pluridisciplinaire. Les sites Muse en témoignent. Et ces déclinaisons-là, elles étaient vraiment importantes. Alors, on s'occupe d'animation, on s'occupe de formation, on y reviendra sans doute au sein des questions, mais c'était important en fait. Et cette structuration, elle a permis de rendre visible et puis d'aller vers les collègues, vers les doctorants, de travailler en lien avec les autres vice-présidents pour, par exemple, faire évoluer la charte d'éthique et d'intégrité qu'on fait signer aux doctorants et à leurs encadrants pour y intégrer des enjeux de sciences ouvertes. C'est tout ça qu'on a pu faire avec cette mesure-là. Merci beaucoup, Anne. Dans un autre optique, puisque c'est un optique de financeur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, Martine, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé, la science ouverte à l'ANM? Ah, alors si on part du début, on va partir de… Merci en tout cas de cette invitation déjà. Et puis, on a été autour de la table pour cette table ronde. Oui, ça démarre en fait avec la création de l'ANR, hein, dès même 2007, avec une forte recommandation de déposer les publications dans le portail HAL. Et puis, je vais sauter parce que c'est vrai que pendant quelques années, il n'a pas eu vraiment d'avancée. 2013 néanmoins, la signature aux côtés des établissements d'enseignement et de recherche de la charte qui justement faisait la promotion de l'archive nationale HAL. Et puis est arrivé le plan national qui a vraiment donné un cadre et en tant que ministère de tutelle, bien sûr, ça nous a beaucoup aidé en tant qu'agence de financement. Et donc depuis 2018, depuis ce plan national sciences ouvertes, et bien là, ça s'est vraiment accéléré, on va dire, avec une mise en place d'une véritable politique de sciences ouvertes, qui s'est inscrit aussi dans une volonté d'un travail de concertation large, c'est-à-dire non seulement beaucoup avec bien sûr donc notre ministère de tutelle, le comité pour la science ouverte, les établissements en général, mais aussi en tant qu'agence de financement avec d'autres agences, les autres agences de financement, et c'est pour ça que nous avons monté réseau des agences pour la science ouverte. Donc, nous travaillons ensemble aux côtés de l'ADEME, de l'ANSES, de la NRS, de l'INCa, de l'INSERM. Michel est là et pourra en parler. Et je pense que ce travail de concertation, il est essentiel parce que ça nous a vraiment permis de confronter nos freins, au contraire, de voir de quelle façon on pouvait avancer ensemble. Et donc, ça a mené à une déclaration conjointe entre nos agences et donc à l'élaboration d'une véritable politique de sciences ouvertes, avec non plus une recommandation, mais une demande de dépôt des publications dans l'archive ouverte HAL ou une archive ou d'autres archives nationales. Et puis, aussi un positionnement de l'ANR à l'Europe, avec donc la coalition S, où là aussi, un travail de concertation avec nos homologues
européenne qui était également confrontée aux mêmes difficultés de mise en place de politiques de sciences ouvertes dans leur propre agence, et qui a mené, je pense que ça a un peu bousculer aussi un petit peu les lignes, ce travail de coalition S, avec mis sur le devant de la scène un petit peu la myriade de voies possibles, avec les difficultés aussi à faire justement bouger les lignes et à défendre certaines positions. Mais bon, on est arrivé à ce plan S, et je dirais que là, on a une véritable actualité, puisque là, le plan S, c'est-à-dire d'aller maintenant vers un libre accès immédiat, et c'est bien là qu'est le sujet, immédiat, donc sans embargo, libre accès de l'intégralité des publications financées sur les fonds publics. Et donc, on est là à ce moment charnière où ce plan S doit être donc démarré, mis en place en janvier, et où l'ANR a choisi donc le calendrier ANR, qui est le plan d'action 2022-2024, donc qui est en cours d'élaboration, qui sera publié début juillet, et qui va marquer un peu le top départ de cette politique de libre accès immédiat et total de l'ensemble des publications. Donc, on est dans une phase aujourd'hui de préparation, puisqu'il va y avoir, donc peut-être le rappeler, 3 voies possibles pour en parvenir. On le fera peut-être au moment des publications, Martine. Exactement, tu pourras aller dans les détails. Exactement. Donc, on est dans cette phase de préparation, je dirais, de mise en œuvre d'une politique qui sera donc appliquée à partir donc de tous les appels lancés dans le cadre du plan d'action 2022. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci Martine. Michel, à l'INSERM, on en est où oui, sur la politique sciences ouvertes? Je pense, Martine l'a parfaitement rappelé, beaucoup d'entre nous ont toute une histoire, j'allais dire, un historique de la science ouverte qui, pour certains, ont commencé relativement tôt. Nous, c'était en tout cas en 2013 avec la signature de la déclaration de Berlin. Mais après, bon, il faut être très honnête, les étapes n'ont pas été aussi rapides que certains l'auraient souhaité. Mais bon, quand même, on s'est inscrit dans cette démarche depuis pas mal de temps, avec notamment, par exemple, notre action en faveur des préprints, où on a beaucoup œuvré avec d'autres, notamment, il faut mentionner évidemment le CNRS et l'INRA à l'époque, pour l'acceptation des préprints comme une vraie communication scientifique, là aussi. Et puis, bon, je suis tout à fait d'accord avec Martine, nous aussi, c'était vraiment l'accélération portée déjà, je pense, par la loi pour la République numérique, où ça a commencé vraiment à frémir parce qu'on s'est rendu compte, et même les chercheurs, que les choses changeaient, qu'il faut commencer à y réfléchir sérieusement. Et vraiment, le coup d'envoi a été lancé par Frédéric Vidal, et donc évidemment le plan national pour la science ouverte, suivi très rapidement par le plan S. Et là aussi, le plan S, ça nous a fait beaucoup réfléchir, puisque évidemment, lors des discussions autour de plan S, que la coalition a mené justement intelligemment pour recueillir aussi le sentiment des chercheurs, on a beaucoup réfléchi à tout ça. Et puis finalement, en fait, cette idée de la science ouverte qui était au début portée notamment par l'IST et par certains chercheurs très sensibles sur ces questions de partage et d'ouverture des publications, cette prise de conscience a commencé à gagner même les sphères supérieures, donc la direction générale de l'INSERM. Et donc, comme d'habitude, ça facilite les choses, évidemment. Et du coup, ça a facilité tellement les choses qu'on a inscrit la science ouverte comme l'une des 4 priorités de notre plan stratégique à l'INSERM pour les 5 ans à venir, donc 2020-2025. Et là, j'avoue que c'était presque inattendu parce que 4e priorité vraiment de notre plan, c'est un pas important. Et donc, à cette occasion, on a constitué un groupe de travail qui a vraiment réfléchi à l'écriture de cette 4e priorité.
qui a été constitué à partir d'un certain nombre de chercheurs représentant des disciplines importantes. Nous, l'IST évidemment, le DSI était associé. Et tout ceci a abouti vraiment à un texte qui est aujourd'hui décliné. Et donc, progressivement, on y arrive. Et pour justement citer une mesure phare, enfin deux, je citerai finalement, c'est en 2020, donc la décision du PDG de s'adresser à tous les chercheurs pour leur dire, bon, à partir de cette année, donc 2020, dans les dossiers d'évaluation, vous devez mentionner tous les articles qui ont été déposés sur HAL. Et progressivement, on va s'appuyer dans l'évaluation uniquement sur les articles qui sont dans HAL. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, deuxième mesure importante qui date de début de cette année, c'est qu'on a décidé que finalement, on va adopter les règles du plan S. On va les adopter progressivement, ce ne sera rien de brutal. Et donc, on va communiquer dessus, soit individuellement en tant que l'INSERM, mais je pense plutôt peut-être au sein de l'Alliance Aviation pour donner un peu plus de volume, de poids finalement à ces décisions et d'essayer d'embarquer avec nous donc un front d'établissements qui vont s'exprimer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Lionel, en sciences humaines et sociales, raconte-nous. Moi, je vais peut-être faire une intervention un peu complémentaire de celle de Sylvie et vous dire qu'est-ce que ça change du point de vue d'un institut du CNRS qui est en lien avec plus de 250 unités, de disposer aujourd'hui d'une feuille de route sur la science ouverte. Ça a été un élément qui n'est pas du tout anodin, ni symbolique, ni formel. Ça a eu une véritable, toute une série de cascades en fait, de conséquences. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, vous savez, que la science ouverte a commencé comme un mouvement, il y a plus de 20 ans maintenant, on appelait ça Open Access à l'époque, qui était porté par des personnes, des individus convaincus, qui agissaient sous la forme d'un mouvement. Et aujourd'hui, en fait, c'est une politique publique. Et la transformation induit des changements très profonds, en fait. Le coup de départ de cette politique publique, c'est le plan national pour la science ouverte en 2018, qui invite justement les établissements aujourd'hui à répercuter les orientations à leur échelle. Alors nous, de notre côté, je vais vous donner quelques exemples de qu'est-ce que ça change du point de vue d'un institut de disposer d'une feuille de route sciences ouvertes avec des orientations claires et un cap clair. Une chose qui va vous paraître anodine, par exemple, c'est que moi, quand je suis rentré au CNRS, j'étais en charge de l'IST. Quand le plan du CNRS a été mis en œuvre, ma fonction a été renommée en charge de la science ouverte. Et ça a l'air anodin comme ça, mais ça a des effets très forts. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de faire de l'IST et de faire de la science ouverte. Parce que le terme science ouverte a une direction, il a un sens, et ça change beaucoup de choses. Alors, ça va peut-être vous paraître trivial aussi, mais moi, j'ai l'habitude de dire, depuis que je dis que je fais de la science ouverte, ma mère comprend ce que je fais. Ce qui n'était pas le cas quand je lui disais que je faisais de l'IST. Elle n'a jamais compris ce que je faisais. Depuis 2 ans, ma mère comprend ce que je fais, et elle comprend aussi pourquoi c'est important. Donc, vous voyez, voilà, ça n'a l'air, parce que si ma mère comprend ce que je fais, les décideurs autour de nous comprennent aussi ce que nous faisons. Et c'est un point très important. Alors après, dans les changements très concrets, il y a des points très forts dans le plan du CNRS. Pour moi, le plus fort, c'est celui du dépôt des fichiers plein texte, qui est maintenant devenu une règle au CNRS liée au bilan annuel que les chercheurs doivent remplir sur leur publication. On leur demande maintenant de remplir ce bilan en passant d'abord par HAL. C'est une mesure qui a la potentialité de généraliser l'open access. Et le PDG du CNRS aujourd'hui affirme l'objectif d'arriver à 100% d'open access pour les chercheurs du CNRS. Donc ça, c'est une mesure très forte. Et l'autre point le plus fort, je pense, c'est la question sur l'évaluation et la signature de DORA. On pourra en reparler tout à l'heure dans le moment qu'on consacrera à l'évaluation, parce que nous, ça a eu des conséquences très concrètes, notamment sur la manière dont certaines sections du CNRS travaillent. En 1 an, il y a eu un changement majeur lié notamment à l'abandon d'un classement de revues. Ça a été un accomplissement qu'on a réussi à franchir l'an dernier, qui était très important. Donc voilà, alors il ne s'agit pas de s'enfermer dans un monde de papier, si vous voulez, les politiques, ça reste des papiers, la réalité, c'est les gens qui la font bouger, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la force performative de ces documents. En fait. Et je pense que si dans votre établissement, vous n'avez pas encore de politique de sciences ouvertes, agissez pour qu'elles en aient une, parce que ça, vous verrez, ça changera substantiellement les choses à votre échelle.
Tout à fait d'accord. Ça change non seulement dans les intitulés et la compréhension, en effet, des enjeux et de ce qu'on fait, et puis ça change aussi dans les rassemblements que cela permet, comme Anne a pu le dire à Montpellier ou Michel ailleurs, c'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table sur cette question-là, et c'est ça que vous nous dites là. C'est pas juste un papier ou une charte, mais c'est bien des personnes qui se mettent à avancer ensemble. Du coup, on va commencer la première thématique qui est sans doute celle qui est la thématique phare de la science ouverte, c'est-à-dire les publications et donc l'accès ouvert et libre aux publications, avec les deux pieds aussi, hein, donc archives ouvertes et édition ouverte. Si certains d'entre vous ont, j'aimerais aussi qu'on parle d'édition ouverte et pas seulement d'archives ouvertes. Et du coup, essayez de nous dire un peu où on en est sur les publications, les mesures et puis les avancées ou les freins et où on en est aujourd'hui sur cette question des publications dans vos établissements. On recommence, Anne, à ton tour. Je vous interromps juste parce qu'il y avait une petite question qui est relative à la politique de l'INSERM en termes d'évaluation. Donc peut-être à voir quand on parlera de l'évaluation, c'était l'utilisation de HAL comme outil pour l'INSERM qui à ce jour, la question c'était comment expliquer que la cellule bibliographique de l'INSERM ne s'appuie toujours pas à ce jour pour les évaluations de l'unité sur HAL. Oui, mais je pense qu'effectivement, on peut aborder cette question lors de la question d'évaluation, oui. On la garde pour ce moment-là. Oui, tout à fait. Et la deuxième question c'était par rapport au SHS et au poids des monographies. Du coup, donc ça correspond parfaitement au point qu'on va aborder là. Sur les monographies, oui. Du coup, on est dans les publications. Je poserai la question à Lionel à son tour. Anne, je te laisse quand même démarrer sur les publications. Avec plaisir. Oui, donc sur les publications, donc, alors effectivement, hein, cette habitude qui a été diffusée le plus possible dans l'ensemble des communautés de l'usage de HAL, dans les communautés, mais du coup aussi poussée par son usage dans les instances et c'est un petit peu lié aussi aux questions de l'évaluation et de savoir où on va chercher l'information en pilotage pour après agir. Alors, on avait aussi cette question de la signature des publications pour mener cette politique de site. Et du coup, tout a été mené de concert pour que ça se passe au mieux. Là, actuellement, hein, l'enjeu, c'est le dépôt en texte intégral parce qu'on a cette impression que ce premier cran, il a été passé. On a des communautés, et c'est normal, ça s'explique de manière historique, qui sont un petit peu en différence d'autres, mais ça devient presque plus un sujet puisque c'est les gens qui viennent vers nous plutôt en demande de comment on fait plutôt que de manière réfractaire. Et ça, les derniers échanges qu'on a eus sont vraiment très intéressants sur ce point. Alors après, quand même un enjeu important pour nous qui est le suivi des APC, parce que la transformation quand même des modèles des éditeurs à la fois très bien, mais peut-être de manière inquiétante par rapport aux enjeux financiers, organisationnels derrière et à la politique qu'on peut placer de qui paye quoi quand. Donc vraiment ce souci qu'on a, et du coup ce souci qu'on a, donc le plan pour la science ouverte avait été voté devant les conseils, dans les conseils évidemment de l'établissement, et on revient de manière vraiment le plus régulière possible devant ces mêmes conseils, donc la commission recherche, mais jusqu'au conseil d'administration, pour montrer un petit peu les avancées, et je mets les APC dans les indicateurs de suivi qu'on montre à nos élus, à nos collègues, pour voir ce qui se passe, parce que dans la politique interne, c'est important. Alors, du côté édition, deux choses. Un soutien qu'on veut grandissant, qui existe depuis des années, mais qu'on veut grandissant à la bibliodiversité, par exemple un soutien à PCI, et puis un accompagnement de nos collègues qui veulent se lancer dans l'édition et dans l'open édition, pour que les circuits de validation interne, on le sait, il faut une signature de la personne morale qui est notre établissement pour faire certaines actions. Les circuits n'étaient pas bien huilés il y a encore quelques mois, quelques temps, et on essaye de les huiler au mieux pour accompagner ces initiatives qu'on veut soutenir. Et du coup, au niveau des archives ouvertes, vous en êtes où à Montpellier ?
Alors, sur la question des archives ouvertes par rapport à HAL. Oui. Alors, sur quel point Du coup, je ne sais pas, est-ce que il y a un portail, ça je le sais, mais, mais du coup, est-ce qu'on a un taux de dépôt, on a des résultats sur cette question-là, ou c'est encore difficile d'évaluer? Non, il y a plein d'actions pour mener ces évaluations. Alors, je n'ai pas repréparé les chiffres en détail, mais effectivement, c'est des choses dans le suivi qu'on fait de manière forte, et effectivement, c'est notre outil principal de pilotage et de vision sur ces enjeux. Donc, ça, c'est une évidence pour nous. C'est vrai que je ne l'ai même plus mentionné. C'est bien, en fait, ça devient tellement naturel qu'en fait, on oublie de le dire. Je vais quand même le rappeler un petit peu. Du coup, Martine, on peut peut-être revenir plus précisément sur le plan S et la stratégie. Alors, on ne dit plus rétention des droits, on dit… Stratégie de non-cession des droits, Lionel. On est d'accord, c'est ça? Après différentes discussions, et notamment le groupe de Lionel nous a bien aidé pour fixer ces termes. Oui, alors, tout à l'heure, je l'évoquais, hein, le sujet, c'est vraiment la notion de libre accès immédiat. Et bien sûr, c'est ce immédiat, hein, qui est attendu, mais qui est aussi fait que c'est pas si facile que ça pour y parvenir. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du plan d'action et des appels qui sont dans ce plan d'action 2022 qui va être publié là en juillet et ultérieurement, donc, on met en place la nouvelle politique de l'ANR, donc qui demande à ce que toutes les publications soient rendues disponibles donc, en libre accès sous licence, hein, donc Creative Commons CC BY 4.0, et donc en utilisant en fait, donc, les trois voies possibles. Soit on est, je pense qu'on y reviendra, hein, soit on est dans une publication dans une revue nativement en libre accès, soit c'est une publication dans une revue par abonnement faisant partie de ce qu'on appelle les accords dits transformants ou journal transformatif ou transformative journal. Là, c'est vrai que c'est des termes, hein, qu'on commence à entendre, mais qui aussi, c'est un sujet qui pose pas mal de questions, parce que quels sont vraiment les termes de ces accords transformants? J'imagine que peut-être Sylvie voudra y revenir, ou Lionel. Et puis, publication aussi dans une revue à abonnement, qui reste à abonnement. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on demande que la version éditeur, ou à minima le manuscrit accepté pour publication, soit déposée dans HAL, sous cette licence donc CC BY. Et là, donc, avec Coalition S, on a mis en œuvre pour permettre aux auteurs d'y parvenir cette stratégie de non-cession des droits, qui sont donc détaillés dans nos actes attributifs et dans le plan d'action. Mais l'idée, c'est que au moment de la soumission de l'article, l'auteur utilise une formulation adressée, hein, donc soit directement dans la publication, soit adressée à l'éditeur, indiquant que cette recherche, financée en tout ou partie par l'Agence nationale de la recherche, au titre du projet ANR, etc., et dans l'objectif de sa publication en libre accès, eh bien, l'auteur a d'ores et déjà appliqué une licence open access à tout manuscrit accepté pour publication, et qui voilà. Et donc, c'est une façon, hein, de dire à l'éditeur et de notifier l'éditeur qu'il y a déjà une licence CC BY qui s'applique sur le manuscrit soumis. Voilà. Donc, j'allais dire, c'est pas pour tout de suite, étant donné qu'on est dans le cadre des appels lancés
dans le plan d'action. Donc, les publications résultant des projets qui vont être financés dans le cadre de ces appels vont arriver plutôt à partir de même fin d'année prochaine. Mais c'est important qu'on explique, je pense Lionel pourra peut-être revenir dessus, vraiment comment et accompagner les auteurs pour qu'ils puissent mettre en œuvre cette stratégie de non-cession des droits. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on avait lancé il y a quelque temps deux webinaires pour vraiment accompagner cette transition et on va le poursuivre. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, je disais, et c'était un peu l'objet de Coalition, c'est de le jouer collectif parce que on est plus fort ensemble. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire on va aussi bénéficier des retours d'expérience de nos homologues, agences aussi européennes, qui ont, pour certaines, déjà commencé à mettre en place cette stratégie de non-cession des droits. Et donc, on va aussi pouvoir peu à peu faire un retour d'expérience, voir comment les éditeurs aussi réagissent. Et voilà. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment l'actualité, cette nouvelle politique. Mais, et je pense que c'était un peu l'objet aussi de ton propos, il y a également tout un travail à faire sur l'évolution des modèles de publication. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a eu un rapport piloté par Coalition S et Sciences Europe sur le modèle diamant, qui va, donc c'est Pierre Mounier qui était en charge de ce rapport. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment maintenant de soutenir, et l'ANR souhaite vraiment soutenir ces nouveaux modèles également de publication. On y reviendra peut-être aussi. Merci beaucoup, Martine. Et j'ai peut-être une petite chose, j'ai oublié, un point très important aussi de notre actualité, c'est le portail à l'ANR. En tant qu'agence de financement sur projet, cette notion de projet, évidemment, pour l'ANR est très importante. Et ce portail qui a été mis en place, voilà, ça me permet de souligner le travail de Gala Garcia-Riategui chez nous, qui a mis en œuvre ce portail à l'ANR avec l'aide très précieuse du CCSD, permet aux auteurs de vraiment relier projet et publication. Et ça, c'est vraiment un pas en avant énorme qui va permettre de donner aussi de la visibilité aux projets et aux publications, d'associer vraiment projets et publications scientifiques. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Martine. Du coup, Michel, sur les publications, sur les accords transformants, les APC, la biodiversité. Oui. Bon, c'est un peu plus compliqué chez nous, je l'avoue tout de suite. HAL est identifié, notre portail institutionnel est clairement identifié au centre de cette stratégie de sciences ouvertes, mais malgré cette identification, il est clair aujourd'hui que beaucoup de chercheurs encore ne comprennent finalement pas vraiment qu'est-ce que ça leur apporte de déposer dans HAL. Et donc ça, c'est notre souci principal actuellement, c'est vraiment de communiquer, j'allais dire, mais vraiment de façon efficace pour que l'information ruisselle vraiment jusqu'en bas, c'est-à-dire vers des chercheurs qui sont derrière les paillasses, qui sont dans les directions des équipes et pour qu'ils comprennent l'importance vraiment de ce dépôt. Et c'est pour ça que malheureusement, toujours, on plafonne un certain chiffre de dépôt et ça explique peut-être aussi pourquoi, bon, un petit peu cette question, pourquoi finalement les articles dans HAL ne sont pas pris en compte dans les évaluations par la cellule bibliométrique. Ce n'est pas la raison unique, mais bon, un petit peu aussi. Donc, je pense qu'en biomédical, on le sait tous, cette pression vraiment d'une concurrence exacerbée, d'une lutte vraiment pour la visibilité, la notoriété, c'est quelque chose de très important. Et je pense que malheureusement, souvent, elle se cristallise encore par le souhait de chercheurs de publier dans les journaux dits d'excellence. Et dans le biomédical, très honnêtement,
on le voit tous les jours. Et ils se disent, bon, quitte à publier dans un journal en accès ouvert, je vais choisir quand même des journaux qui sont identifiés comme journaux d'excellence, même s'ils sont en accès ouvert, et je préfère payer. Et donc, répondre à cette question d'ouverture de cette façon-là. Et donc, on le voit non seulement au travers des chiffres, mais aussi au travers finalement de l'aspect financier. Juste un petit rappel de quelques chiffres. En 2019, on avait à peu près un taux de 63% d'ouverture de l'ensemble de notre production. C'est pas anodin. Et pour la moitié, à peu près, ça représentait effectivement de publications dans des journaux en accès ouvert natif, donc notamment Gold, un petit peu hybride. En 2020, on est actuellement à peu près à 57%, 30% en Gold, 9% hybride. Le reste, donc, qui s'étoffe progressivement avec l'ouverture des journaux après l'expiration de l'embargo. Et en termes de dépenses, en 2017, l'INSERM a consacré un peu moins d'1,5 million au paiement des APC. Et là, en 2020, on a déjà dépassé 1,8 million d'euros en APC, donc ce n'est pas anodin. Quand on agrège ces chiffres par rapport à ce qu'on dépense, par exemple, pour les abonnements, ça commence à devenir vraiment des dépenses très sérieuses. Donc, je pense que, évidemment, cette question de bibliodiversité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on ne peut pas l'imprimer et imposer aux chercheurs. C'est vraiment, ça doit partir d'en bas, j'allais dire, pour qu'eux-mêmes ils comprennent. Et on y reviendra lors de la discussion autour de l'évaluation. Pour moi, tout part de là. Et on en parlera tout à l'heure. Mais juste quand même un petit point qui a été très remarqué ces 2 dernières années, porté évidemment par la crise sanitaire qu'on vient de traverser, ce sont les préprints. Très honnêtement, quand on a œuvré avec l'INRA, CNRS pour la reconnaissance des préprints, on n'imaginait pas que ce serait un tel essor dans le biomédical, toujours pour ces raisons justement de compétition, etc. Et finalement, là, on s'est aperçu que c'est surtout l'année dernière, et notamment le medRxiv a pris un essor extrêmement important, porté par ce besoin finalement identifié rapidement d'échanger rapidement des informations, des données, etc., quitte à ce qu'il sera validé par les pairs ultérieurement. Mais c'est vraiment un boom extraordinaire sur les préprints. Donc, je pense que c'est une notion importante aussi. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas porter une attention aussi là-dessus? Et je pense notamment s'associer à certaines mesures, justement, qui permettent aujourd'hui d'évaluer des préprints, hein, notamment, donc, je pense à la communauté PCI, qui est très engagée déjà là-dedans, mais vous savez probablement qu'il y a d'autres mesures ou d'autres actions qui sont en cours aujourd'hui pour évaluer par des pairs aussi des préprints. Donc, je pense que c'est une action sur laquelle on va commencer à réfléchir très sérieusement et éventuellement, est-ce qu'on ne devrait pas s'associer à certaines de ces actions pour faciliter justement cette évaluation avant toute publication finalement dans des journaux dits d'excellence, etc., ce qui permettrait justement de diversifier un petit peu les canaux de publication. Donc voilà où nous en sommes. Et puis, bon, je signale quand même, certains la connaissent peut-être, notre plateforme ePubli, qui est une plateforme qui donne accès complètement ouvert, libre à certaines productions de l'INSERM. Et donc ça, c'est important parce que on peut citer par exemple les collections des expertises collectives qui sont disponibles sur cette plateforme, ou notre journal, notre titre Médecine Science, qui est le seul biomédical en français. Et donc, bon, voilà, ça aussi, c'est un endroit où toute la communauté intéressée, et je pense vraiment la communauté large des gens intéressés par les sciences et biomédicales, peuvent se fournir, se documenter avec une information de qualité quand même, parce que validée par l'INSERM. Voilà, en quelques mots, où nous en sommes. Ok, merci beaucoup Michel. Lionel, du coup, à la fois en précisant sur les SHS et puis en répondant à la fois aussi à la question qui est posée sur la spécificité de comment on atteint 100% de libre accès avec des monographies en SHS. Oui, alors très rapidement,
Peut-être pour vous, là aussi, pour essayer d'être complémentaire par rapport à Sylvie, depuis l'Institut des sciences humaines et sociales, je trouve qu'une des particularités qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on est directement aux prises avec la construction et la soutenabilité du modèle diamant. Parce que la particularité des sciences humaines et sociales, hein, c'est, vous le savez, d'avoir réussi à préserver un tissu éditorial au niveau national, qui est privé et public, qui n'a pas été capté par les grands acteurs oligopolistiques. Et donc, on est aux premières loges pour le soutien d'Open Edition. Hein. C'est mon institut qui dégage notamment la plupart des postes qui permettent à Open Edition de tourner. Hein. C'est depuis 20 ans maintenant. Mais ce qui est moins connu, si vous voulez, c'est que pour que le modèle diamant fonctionne, on dit souvent, c'est un modèle où ni l'auteur ni le lecteur paye. Et j'ai constaté que cette phrase paraît un peu mystérieuse à ceux à qui on la présente, parce qu'on dit, bah alors qui paye? C'est la puissance publique qui paye, évidemment. Et elle paye pourquoi? Parce qu'elle doit aussi dégager des moyens, et notamment des moyens humains, pour assurer les tâches de secrétariat de rédaction, de secrétariat d'édition, qui sont nécessaires pour faire tourner les revues. Et une des spécificités de mon travail, si vous voulez, c'est de défendre, obtenir, quand c'est possible, et implanter des postes de secrétaire d'édition et de rédaction. Et alors, c'est un élément qui est central, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de développement du modèle diamant sans cet investissement des pouvoirs publics. Et ça nous confronte à des questions qui, je pense, expliquent beaucoup pourquoi d'autres disciplines ont fait aussi le choix d'abandonner finalement leur système d'édition à ces acteurs privés. C'est que ça vous confronte à la question de savoir comment on encadre ces agents, comment on organise leur travail, où on les implante, quelles structures vont les rassembler. Ça vous confronte à la nécessité d'organiser le travail entre les revues et ces agents. Ça vous confronte à la nécessité de leur donner une carrière. Et je crois que tout ça fait que, vous voyez, on comprend bien pourquoi aussi d'autres secteurs ont préféré abandonner tout ça au secteur privé. Parce que ça met la puissance publique face à sa responsabilité. Et c'est très complexe, voilà, très délicat et très complexe. Mais c'est une piste d'avenir, clairement, pour les sciences humaines et sociales. Et nous, on va, bien sûr, continuer à essayer d'amplifier. Et alors, le signe, si vous voulez, très rassurant et d'espoir dans le dispositif, c'est que grâce notamment aux appels à projets du FNSO, on voit plusieurs sites universitaires qui sont en train de constituer ce qu'on appelle des pôles éditoriaux, où universités, CNRS, bibliothèques universitaires, presse universitaire, fédèrent des moyens ensemble pour contribuer, si vous voulez, à alimenter ce tissu éditorial qu'on a aussi à préserver. Et ça, à mon avis, c'est la piste la plus encourageante. Donc, voilà, donc ça, c'est un premier point. Sur la question des monographies. Alors, quand le PDG du Sénat a dit qu'il va atteindre 100% de libre accès, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il va atteindre 100% de libre accès dans ce qui est compris dans le périmètre de la loi République numérique. On va dire, on va déjà essayer d'atteindre ça, si vous voulez, parce que atteindre cet objectif n'appartient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous d'arriver à ces 100% d'open access. Si vous êtes en dehors du périmètre de la loi République numérique, c'est beaucoup plus complexe, parce que vous vous heurtez à un obstacle légal, et ça n'appartient pas qu'à nous à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que l'open access aux monographies n'est pas un objectif, mais ça va prendre une voie qui est plus lente et qui est plus complexe. Open Edition a fait des gros progrès là-dessus. Hein. Ils ont passé le cap des 10 000 monographies en open access l'an dernier. Il y a de plus en plus d'éditeurs, y compris privés, qui rejoignent Open Edition. Et en ce moment, il y a une étude qui a été lancée par le ministère sur les presses universitaires, qui est très importante, parce que je pense que ces acteurs-là publics ont un rôle central à jouer pour l'open access aux monographies. Voilà. Et juste peut-être pour terminer, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la stratégie de rétention des droits. On demande si ça va entraîner une modification de l'article 30 de la loi République numérique. Alors très rapidement, la stratégie de rétention des droits est faite dans un premier temps pour ne pas avoir à faire de modifications législatives. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle s'appuie sur des licences Creative Commons. Elle agit dans la couche contractuelle. Donc elle n'a pas besoin en fait d'une modification de l'article 30, c'est bien tout son avantage. Alors c'est aussi sa limite, hein, parce que ça crée aussi une limite, mais c'est au moins une façon d'agir de suite. Quoi. Maintenant, dès l'année prochaine, on aura les premiers effets. Par contre, vous avez peut-être vu, et je tiens vraiment à le saluer, que LIBER, l'association des bibliothèques de recherche européenne, a déposé un important projet qui pourrait être une directive ou un règlement européen en vue d'aboutir à un open access immédiat, c'est-à-dire en gros de porter à l'échelle européenne une sorte d'article 30, mais qui ne comporterait plus les embargos
de 6 mois ou d'1 an. Et alors là, oui, effectivement, j'ai envie de dire, ça, ce sera le combat des années à venir, en fait. Peut-être celui de notre retraite, juste avant la retraite, on fera ça. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, voilà, on aura déverrouillé le système, en fait. Mais c'est un long chemin, à mon avis. Et je suis vraiment d'accord avec toi. On a l'impression d'être des vieux militants là, d'un coup. Mais ce qui est intéressant dans le dialogue que j'entends là, c'est que ce que j'entends, moi, c'est d'abord le modèle diamant. Il y a quelques années, quand on en parlait, les gens me disaient « mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» mais etc. Et maintenant, ça paraît évident à tout le monde qu'il y a quelque chose qui existe, qui est encore en expérimentation, qu'il faut soutenir, qu'il faut poursuivre, etc., mais qui est bien là. Et déjà, ça, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, la loi pour une république numérique, au départ, c'était très compliqué, etc. Puis maintenant, on s'appuie sur la loi pour une république numérique pour faire la rétention des droits et penser la suite. Donc, je trouve que dans l'évolution générale, c'est quand même très intéressant et très positif. Cette double évolution qui fait qu'on avance quand même plutôt pas mal. Sur les publications, est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'il y a des... On a essayé de répondre un petit peu au fur et à mesure, mais Laure, s'il y a autre chose... Oui, non, pas... Vous avez traité au fur et à mesure, merci beaucoup. Alors, il y en a une de Françoise Gouzy, du coup, sur les appels à projets FNSO et quand est-ce que sera le prochain appel à projet fléché autour des contenus éditoriaux? Oui, Françoise, alors elle est pour moi cette question, évidemment. Il y aura donc, on va essayer de faire un appel à projet FNSO fléché édition tous les ans. Donc là, les jurys sont en train de terminer leur travail sur l'appel à projet qui est 2021 et donc on en fera un en 2022. Ça, on l'a quasiment acté. Et on va essayer d'avoir une régularité sur ces appels à projets édition pour en fait avoir cet effet de levier dont Lionel parlait sur des expérimentations, etc. Mais bon, il faut quand même un petit peu de temps parce que c'est très lourd et Sylvie le sait puisqu'en tant que directrice du JCFNSO, la gestion des appels à projets, etc., elle demande un peu de temps. Donc, et puis, il faut du temps aussi pour les gens pour répondre en essayant de se mutualiser, donc de se parler. Donc, il faut un peu de temps pour construire aussi les réponses qu'elle est donnée aussi. Et du coup, c'est notre deuxième thématique. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aborder. C'est la partie donnée dans la politique de sciences ouvertes, où plus souvent, on parle de partage des données plutôt que d'ouverture des données, puisque c'est surtout beaucoup plus complexe de discipline en discipline. Mais voilà, je voudrais bien avoir une idée de comment ça se passe un peu dans chacun de vos établissements. Anne, à Montpellier, donc du coup, si j'ai bien compris, il y a un institut, comment tu as dit ça? J'ai noté Institut de la science des données, c'est ça? Voilà, ça correctement. La science des données, effectivement, qui est peut-être un des lieux dans lesquels s'organise cette politique. Ouais, mais ça a été, oui, comme tu dis, hein, c'est vrai que quand on parle des données, on part de la protection de données sensibles et donc on a des projets autour notamment des données de santé en lien avec l'INSERM, bien sûr. Et puis on va jusqu'à l'ouverture. Peut-être aussi, nous, dans notre réflexion, c'est aussi de dire que, et en tout cas dans mon ressenti sur la question, c'est-à-dire que sur la question de la publication et des articles, tout le monde est assez mûr, c'est notre métier, on a été élevé comme ça en tant que chercheur ou enseignant-chercheur pour savoir à quel moment il convient de soumettre, il convient de partager ou de protéger. La question sur les données, elle est peut-être pas si simple que ça à transférer. Et quand on parle des données, on omet parfois de parler de cette partie-là parce qu'elle n'est pas facile de savoir à quel moment les données doivent s'envoler, être protégées ou être partagées. S'envoler au sens de l'ouverture. Il y a un deuxième enjeu aussi sur lequel on travaille beaucoup à Montpellier, c'est celui des allers-retours constants, nécessaires, intéressants d'ailleurs, passionnants, mais aussi délicats et difficiles, entre les parties organisationnelles, techniques, politiques, des articulations évidemment entre les acteurs sur un site où les organismes de recherche sont très présents et très actifs sur ces questions-là, donc on en bénéficie vraiment grandement. Et puis tous ces aspects de structuration. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de ces questions de données, on est entre des visions de ce qu'on veut faire et de comment on va le faire,
qui, par leur degré de maturité grandissante, font que parfois il y a des discussions vraiment difficiles. On est dans cette aussi course à il faut des solutions en même temps que sur le moyen et sur le long terme, on veut faire des choses. Donc voilà, donc nous, on est en train d'organiser à la fois cette question de ce qu'on veut faire dans des discussions entre l'université et puis nos partenaires organismes et CHU notamment, et puis de descendre dans l'implémentation. Donc on part des services pour descendre vers le comment et vers les infrastructures, qu'elles soient en propre au sein de l'université, comme c'est le cas dans les plateformes, et Sylvie le soulignait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une articulation entre calcul et données qui est en train de se mettre en place, qui change les métiers des plateformes de calcul qui font évoluer. C'est une question aussi passionnante, mais c'est vraiment, voilà, nous, c'est la fin, mais le début, c'est quelle politique et après quel service autour des données on veut mettre. Par service, c'est les services de partage, d'anonymisation, de traitement le plus aisé et facile possible autour de ces données. L'aspect peut-être aussi bac à sable, voilà, dans un système qui est vraiment en articulation entre sciences matures et résultats, données finalisées et données de la science en train de se faire, et puis ces articulations entre ce qu'on veut faire et comment on le fait. Merci beaucoup, Anne. Peut-être on va changer le tour un peu. Michel, du coup, puisque les organismes sont présents aussi au sein des universités et sur les données, tout est un peu interconnecté. Est-ce que tu veux compléter ou enrichir par rapport à ce que vient de dire Anne? Bon, moi, je vais faire vraiment très, très court parce que ce n'est pas mon département qui est en charge de cette question de données à l'INSERM, et c'est vrai que c'est un petit peu cloisonné, malheureusement. Mais c'est vrai que bon, ça, c'est un pan important justement de ce plan qui se met en route chez nous, de cette politique de sciences ouvertes. Évidemment, la complexité de traitement des données de santé, c'est quelque chose d'un petit peu particulier chez nous. Parce que, évidemment, avec toute attention, anonymisation, sécurité, etc., que ça implique. Et donc, il est plus facile pour moi de vous dire un petit peu ce qui a trait aux données plutôt vraiment qui émanent des laboratoires, donc de la recherche fondamentale, où là encore, on s'est heurté vraiment à certaines spécificités, justement, dans certains domaines. Je parle notamment, par exemple, de l'imagerie, quand on a fait ce tour de table, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, vraiment stocker les données d'imagerie nécessite des structures extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses. Et donc, c'est sur ces questions-là que nous sommes en train de travailler. Donc, ce qui va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle le guichet unique de la donnée à l'INSERM. Donc, normalement, c'est un travail qui est échelonné à peu près sur 2 ans. Et ce guichet unique servira non seulement à guider vraiment le chercheur quand il veut déposer des données pour lui dire, ben voilà, il y a déjà des dépôts de données, des fois par certaines spécialités où il vaudrait mieux déposer, etc. Ou alors mettre à disposition vraiment une plateforme de dépôt chez nous. En tout cas, l'idée, c'est de donner tous les moyens aux chercheurs pour qu'ils ne soient pas perdus finalement dans ce dédale de traitement de données. Mais bon, le principe est acté, ce sera toujours au chercheur de décider s'il veut ouvrir ou de quelle façon ou jusqu'à quelle profondeur il veut ouvrir ces données et les partager. Donc voilà, je serai très court, je n'en dirai pas plus parce que c'est vraiment un début là actuellement du travail, donc c'est plus encore vraiment l'achèvement de la réflexion autour de ce projet de traitement de données. Mais on a déjà établi des ponts, par exemple, avec notamment Sorbonne Université pour justement travailler un petit peu de façon homogène sur ces questions-là, parce que souvent, évidemment, dans les labos qui sont mixtes, donc il y a plusieurs intérêts qui peuvent se heurter. Et donc, il faut faire attention à ça aussi pour qu'on travaille en bonne intelligence avec tous les autres acteurs de nos équipes. Voilà. Merci Michel. Du coup, peut-être juste Lionel sur les données en SHS qui sont un peu particulières. Oui, on est dans une situation un peu spéciale, si vous voulez, en SHS, parce que
Donc, sont des disciplines qui travaillent sur l'humain. Donc, les données sont très souvent des données à caractère personnel. Et donc, du coup, si vous voulez, on est exactement dans les circonstances que décrit la fameuse phrase « Les données doivent être aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire ». Chez nous, on est vraiment dans l'art de savoir jusqu'où va le possible et jusqu'où commence le nécessaire. Et c'est complexe, hein, mais en tout cas, nous, à l'Institut des sciences humaines et sociales, on se bat beaucoup pour faire comprendre quand même à nos chercheurs que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation particulière qu'on n'est pas dans le principe comme toutes les autres sciences. C'est-à-dire que le paradigme aujourd'hui des données de recherche, c'est l'ouverture par défaut. Et c'est un paradigme légal. Hein. En France, la loi République numérique, en fait, et c'est peu connu, est allée beaucoup plus loin sur les données que sur les publications, en fait. Elle a instauré un paradigme légal d'ouverture par défaut. Donc, du coup, nous, en sciences humaines et sociales, on va souvent être confronté à des exceptions. Ce qui ne veut pas dire que l'ouverture est impossible, c'est juste qu'elle nécessite un diagnostic. Et c'est tout l'enjeu, notamment, vous savez, des plans de gestion de données, dont qu'il faudrait généraliser bien au-delà des appels à projets financés, en fait. C'est un enjeu. Et d'ailleurs, ah, on a perdu Lionel? Oui. Ou il n'y a que moi? Non, il y a un problème de son et d'image. De savoir justement des infrastructures anciennes, les très grandes infrastructures de recherche, Humanum et Projet d'eau, qui ont, j'ai envie de dire, labouré le terrain depuis maintenant plus de 10 ans. Et ça a un effet réel sur les communautés. Quand l'ANR a lancé son appel flash sur l'ouverture des données de recherche, plus de la moitié des lauréats étaient issus des sciences humaines et sociales. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'elles étaient déjà prêtes à répondre et qu'elles s'intéressaient à la question. Donc ça, c'est vraiment structurant. Je pense que les leviers, bon, il y a les projets financés quand même, je pense que c'est un vrai levier. Voilà, le fait que l'ANR ait mis en place ce plan de gestion de données, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui se cristallisent autour du plan de gestion de données, parce que pour moi, le vrai défi, c'est d'arriver à faire comprendre aux chercheurs que la donnée n'est pas un objet individuel, c'est un objet collectif. Contrairement à la publication, hein, bon, surtout dans nos disciplines où les chercheurs écrivent seuls, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres disciplines. Mais la donnée, intrinsèquement, ça n'est pas un objet individuel, c'est un objet collectif. Et il faut trouver des espaces pour ouvrir une conversation collective sur les données. On a essayé de le faire au niveau des laboratoires, nous, en sciences humaines et sociales, cette année, dans certains laboratoires pilotes, et on a vu toute la complexité que ça revêtait, parce que ça oblige aux chercheurs à faire une sorte de dévoilement qui peut être très complexe en fait et qui change profondément, là pour le coup, ces pratiques. Donc, et le deuxième levier pour moi, qui va être très intéressant à travailler et qui, je pense, va beaucoup intéresser la communauté casual aussi, parce qu'il y a des recoupements avec l'open access, c'est le lien entre les données et les publications. C'est-à-dire faire en sorte que les données associées à des publications soient déposées systématiquement. Et ça tient beaucoup aussi aux politiques que les revues vont mettre en place. Et le COSO, notamment, a fait un gros travail là-dessus. Il a publié des recommandations qui, à mon avis, sont très précieuses. Et un des rôles que nous, on pourra avoir, c'est de faire en sorte que les fameuses revues Diamant adoptent aussi des politiques de données. Et là, on aura un levier précis, hein, parce qu'une fois qu'un article est publié, voilà, il y a un champ de données qui est délimité. A priori, si l'article a été publié, c'est que les données étaient prêtes à être montrées. Sinon, scientifiquement, il y a peut-être un petit souci quand même. Et donc, du coup, ça nous donnera un levier supplémentaire par rapport aux projets financés. Et du coup, Martine, sur l'ANR, le plan de gestion de données notamment, et l'importance que ça a eu et que ça a encore dans la sensibilisation des communautés à la prise en compte des données et à la gestion des données. Oui, bah alors, justement, hein, chez nous, cette question des données, on peut la voir sous le prisme d'une part du cadre contractuel, où effectivement on demande l'élaboration dès le démarrage, mais à fournir donc dans les 6 mois hein, ce plan de gestion des données. On s'est appuyé pour ça hein, sur le modèle qui avait été élaboré par Sciences Europe et donc qui a été intégré dans DMP Opidor et du coup qui permet une saisie en ligne, une mutualisation, etc. Donc ça, je dirais, c'est le cadre contractuel et là-dessus, on voit qu'il va falloir maintenant que l'on mette en place non pas une évaluation hein, de ces plans de gestion des données, mais plutôt une lecture critique
pour voir de quelle façon les communautés sont emparées, quels sont les freins éventuels. Sylvie soulignait les différences importantes qui existent encore entre les communautés scientifiques, suivant les domaines, face à cette compréhension aussi de ces enjeux de données. Je rejoins complètement Lionel sur le sujet le fait de dire que qu'il faut prendre les choses, avoir une approche collective sur les données. Alors, je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Et là, on peut du coup s'appuyer à l'ANR sur le cadre programmatique, c'est-à-dire la possibilité justement de mettre en place des appels spécifiques. Lionel donc a mentionné l'appel flash là, qui a été il y a quelques 3 ans maintenant, et qui a permis d'identifier justement quelles étaient les communautés qui étaient prêtes et de quelle façon, via ces appels, on pouvait les soutenir. Donc, on a en préparation un appel justement plutôt dédié à l'aspect à la fois de reproductibilité, de réutilisabilité, de mutualisation, parce que je pense que c'est un enjeu majeur des données. Donc, voilà, l'ANR en tant qu'agence de financement peut activer ces leviers d'appel spécifiques dédiés et qui aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant, ce qu'on a pu observer dans l'appel flash, et aussi une rencontre d'acteurs différents de la recherche, c'est-à-dire bien entendu des chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, des personnes du monde des bibliothèques, etc. Et je pense que le fait de pouvoir réunir sur un même appel tous ces acteurs est aussi très riche et permet d'aller plus loin. Dernière chose peut-être, pour nous, il y a également un enjeu, c'est de travailler justement sur ce triptyque un peu projet, publication, données. Là aussi, ça rejoint ce que tu dis, Lionel. C'est vraiment, et donc, première étape, c'était ce portail HAL où il y avait donc la publication associée au projet. Et maintenant, on imagine via l'utilisation, là aussi c'est important, des identifiants, des DOI que tu évoquais, Odile, pour référencer aussi les jeux de données et avoir une vision de tout ce que un projet a pu produire en termes de publication, de jeux de données associés. Je pense que ça aurait un effet d'abord de donner à voir, et c'est quand même aussi une des missions, c'est de pouvoir donner les productions scientifiques, les avancées scientifiques au plus grand nombre, sociétés civiles, acteurs de recherche, etc. Et donc donner une meilleure compréhension de ces productions, et puis surtout donc de permettre cette mutualisation. En fait, ça ouvre, je pense ça ouvre énormément d'horizons et qu'on est vraiment au début de ces extension des possibles. Je peux peut-être juste prendre très rapidement une anecdote. On a monté un challenge, un instrument un peu particulier, et je crois que ça rejoint d'ailleurs une des remarques qui était faite dans le chat, cette notion de challenge où on travaille sur une tâche commune avec des données communes. On a monté donc un challenge sur des enjeux de recherche en intelligence artificielle dans le champ de la biodiversité. Et pour pouvoir monter ce challenge, il fallait vraiment qu'on fasse un véritable inventaire des données de biodiversité, là en l'occurrence de biodiversité marine, milieu marin et côtier, disponibles. Et on s'est rendu compte, pour monter ce challenge, à quel point c'est encore le parcours du combattant, si je puis dire, parce qu'il n'y a justement pas cette vision collective et du bénéfice collectif d'avoir accès et de mettre à disposition ces jeux de données. Donc là, il y a, je pense, vraiment un enjeu majeur. Un enjeu majeur, et je suis d'accord que aussi le levier peut-être le plus important aujourd'hui, c'est les données liées aux publications, parce que c'est celles entre guillemets
qui sont le plus faciles à atteindre, hein. En tout cas dans un premier temps. Je pense qu'il y a pas mal de questions, Laure, je te laisse les poser peut-être. Oui, tout à fait. Alors d'abord, avant de passer aux questions, il y avait une présentation d'un projet, du coup, Simon Le Floch, qui signalait une initiative du NIH dans le domaine de la biomécanique, avec le fait de soulever une problématique scientifique forte et de proposer un challenge ensuite pour y répondre, et après de pouvoir mettre en ligne des données patients sur un mode anonyme. Et donc, il nous donne le lien dans le chat. Et après, pour les questions, du coup, donc, Lionel a répondu sur la question des disciplines et des sections pour la définition de la donnée côté SHS. Donc, par rapport aux laboratoires qui ont été consultés, donc histoire, anthropologie, ethnologie, archéologie, histoire de l'art et sociologie. Et toujours sur la définition de la donnée, il y a une question de Colette Orange sur les données, en fait, les données négatives, quoi, les données erronées, et qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les recommandations à ce sujet-là. Qui veut répondre sur ce point? Pas facile, hein? Alors, il y aura probablement, nous, on réfléchit à une recommandation ou une incitation qui est un peu différente, mais qui est importante, à publier des résultats négatifs. Mais c'est ça, en fait, hein, le nœud du problème, c'est la difficulté de publier des résultats négatifs, et pourtant c'est très important pour faire avancer la science. C'est une question aussi d'intégrité scientifique, me semble-t-il. Donc, au sein de la LPR, il y a un décret qui est en cours de rédaction sur l'intégrité scientifique, où peut-être aussi on pourra pousser ce genre de choses. Enfin, voilà, je pense qu'il faut faire des recommandations au niveau national pour cela, mais je ne sais pas si dans les établissements ou dans les organismes, c'est une question qui est soulevée. Juste peut-être un mot, nous on était effectivement en relation avec une start-up bordelaise qui se penche justement sur cette possibilité de mettre en place une plateforme avec les données négatives, ou bon, certaines données, notamment par exemple de l'expérimentation animale, qui est effectivement fondamentale des fois, mais qui n'est souvent pas exploitée comme il faudrait. Donc, on attend le retour parce qu'on est tout à fait prêt à les aider financièrement. Donc, pour l'instant, on les a accompagnés un petit peu dans le développement de leur business plan. Donc, voilà. Donc, c'est une possibilité en tout cas qu'on aimerait bien soutenir aussi dans le temps. Du coup, il y a pas mal de réponses dans le chat, hein, en fait, avec des… Il faut souligner cette enquête en cours, c'était peut-être l'axe unique que je peux apporter, mais si vous pouvez la relayer, on l'a bien évidemment relayée au sein de l'Université de Montpellier, c'est un travail important. Et le site d'attaque, du coup, qui donnait voilà, des bonnes pratiques, donc, qui est porté dans le cadre du coup, du Collex Chimie sur Grenoble et Lyon sur justement les données de la recherche, et qui a pris tout un guide sur les résultats négatifs. Deuxième question, Antoine Blanchard, pour Martine Gagnerizet, du coup, dans le rapport de janvier 2021, Sciences Europe recommande qu'il y ait évaluation et feedback aux chercheurs sur leur DMP. Quel est le point de vue de l'ANR sur ce point? Oui, alors effectivement, il y a eu un travail qui a été mené par le groupe de travail de Sciences Europe qui a mené à une seconde édition du guide pratique pour l'alignement international des gestion des données de la recherche, et qui donne un ensemble de guides sous forme de ce qu'ils appellent une evaluation rubrique pour des relecteurs, des reviewers de plans de gestion de données. Donc, on a participé à l'élaboration de ce guide. Zoé Ancion participe à ce groupe. Alors maintenant, comment on le met en action chez nous? On est confronté bien sûr à une problématique de volumétrie. Aujourd'hui, on a reçu un peu plus d'un millier de plans de gestion des données. Donc, on va devoir voir comment on évalue, alors comment on relie et on donne un feedback, parce qu'on est
pas dans cette démarche d'évaluation, mais plutôt de lecture pour une meilleure compréhension, et notamment compréhension des besoins, de ce qui reste à faire. Donc, on s'appuie aujourd'hui à la fois sur des études qui ont déjà été menées. Je pense à celle d'INRAE, qui avait mené une étude sur le retour d'expérience, justement, d'INRAE sur les plans de gestion des données, d'une part. Et puis, on va lancer donc nous-mêmes une étude en procédant par échantillonnage, regarder ce qu'il y a dans ces premiers plans de gestion des données. Ce qui est intéressant, je dirais que c'est sans doute deux aspects. C'est bien sûr la diversité au sein des grands domaines scientifiques, voir de quelle façon les communautés s'approprient ce plan de gestion des données ou plus difficilement. Donc, c'est cette diversité thématique. Et puis, de voir l'évolution aussi au cours du projet. C'est-à-dire qu'on demande d'y songer au moment, de sensibiliser au moment même du dépôt du projet, quand bien même ça n'est pas du tout aujourd'hui un critère d'évaluation. Lorsque le projet est financé, là, il faut vraiment fournir donc un plan de gestion des données dans les 6 mois. Et je dirais là où ça prend tout son sens et son intérêt et effet de levier, c'est bien entendu en fin de projet. Et là, le souhait, c'est d'aller vers un data sharing plan, plutôt un plan de partage des données. Et c'est là où il faut que nous, on voit comment on peut au mieux accompagner ce passage de sensibilisation, élaboration, bonne gestion, bonne pratique, pour aller vers le plan de partage des données. Pour nous, c'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est ce retour-là, je pense que la personne demande quelle est notre position. Pour nous, c'est ce retour-là qu'il faut que l'on arrive à donner, à mieux accompagner. Et donc, ça va se faire dans les mois, les années à venir. Voilà. Pour revenir sur les données négatives, il y avait une remarque sur le fait que les résultats négatifs doivent aussi être complétés par les résultats dont l'impact n'est pas encore mesuré, pour pouvoir avoir une vision à long terme et pas s'arrêter à la seule vision de publication court terme, mais avoir une vision un peu plus long terme sur la recherche. Il y avait une dernière question sur les data papers. Quid des data papers? Bonne question. Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer sur les data papers? Anne? Ouais, alors j'ai peut-être pas beaucoup d'éléments, mais juste dire que c'est une question qui revient souvent, en tout cas qui nous est souvent posée, de besoin d'accompagnement, de compréhension de comment on fait en gros. Et c'est vrai que ça a été un des points d'attention forts dans le guichet unique qu'on a mis en place pour pouvoir répondre à ça, en même temps que dans la formation là, qui a été montée. Au sein de l'ISDM, c'est un module en soi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de... Dans certaines disciplines, il y a même des revues de data paper complètes, notamment en écologie. Autour du muséum, etc., il me semble qu'il y a des choses assez importantes. Après, il y a certaines revues qui, à l'intérieur de leur contenu éditoriaux, proposent ce genre de choses. Je pense à Cybergéo, parce que ça fait déjà quelques années, je pense même, qu'ils proposent à l'intérieur de leurs contenus éditoriaux des articles qui décrivent des données de façon très précise et qui permet d'avoir le lien vers la donnée. Donc, c'est encore un peu trop souvent au stade de l'expérimentation, mais je pense que c'est important. Qu'est-ce que c'est un data paper? C'est vraiment un article qui décrit un jeu de données, de façon extrêmement précise, avec une grille qui est indiquée et qui décrit la totalité du jeu de données. Et c'est né aussi de l'idée importante, et ça va me faire le lien vers le sujet d'après, de dire que le travail sur les données qui est fait par les chercheurs est un travail important,
est un travail qui prend du temps, qui demande des compétences et qui n'est pas toujours pris en compte dans l'évaluation et pris en compte dans la carrière du chercheur. Et donc, le fait de créer ces data papers et ces data journals, ça permet de caler une publication sur un travail sur les données et donc d'être mieux prise en compte au sein de l'évaluation. C'était ça aussi le départ, c'était la création et la description correcte du jeu de données, mais aussi le fait de pouvoir pour le chercheur le revendiquer comme une publication. Et donc ça, c'est important. Du coup, il y a plein de liens qui arrivent. On a fait le tour des questions. Comme il nous reste moins d'une demi-heure, je pense qu'on va passer au sujet de l'évaluation, parce que je pense que c'est un sujet important, où tous vous vouliez intervenir. Hein. Donc, il me semble que, comme souvent, quand on parle de sciences ouvertes et de politique de sciences ouvertes, il y a un moment où il faut bien arriver, j'allais dire, au noyau de la question, qui est comment prendre en compte dans l'évaluation la science ouverte, les publications en accès ouvert, le travail sur la donnée, ce dont on vient de parler, et comment on fait pour qu'il y ait une incitation, il y ait une prise en compte dans les communautés de ce travail sciences ouvertes dans l'évaluation. Qui veut commencer sur ce sujet-là? Là, Rebondir pour illustrer peut-être justement, encore une fois, qu'est-ce que ça provoque en fait d'envoyer ce type de signal institutionnel dans les disciplines. Nous, si vous voulez, la signature de DORA en sciences humaines et sociales n'est pas une révolution parce que les sections du CNRS qui ont en charge l'avancement individuel des chercheurs ne font pas d'évaluation quantitative traditionnellement. Il n'y a pas de facteur d'impact ou alors très marginalement. Voilà. Donc c'était. D'ailleurs, quand j'étais allé voir les sections du CNRS pour leur présenter la feuille de route, je leur ai dit vous avez gagné en fait. Vous avez gagné. Parce que ce que ça montre, c'est que la manière que vous aviez d'évaluer la science est devenue la norme. En fait. Mais bon, ce n'est pas encore complètement devenu la norme. Il faut encore que les choses soient appliquées. Mais donc, pour nous, ce n'était pas une révolution. Mais quand même, je vous conseille d'ailleurs de bien lire la déclaration DORA parce que c'est beaucoup plus subtil et complexe à saisir hein, qu'il peut n'y paraître. La déclaration DORA, elle ne demande pas seulement de faire une évaluation qualitative, elle demande de faire une évaluation intrinsèque des résultats de recherche. Et intrinsèque, ça veut dire en tenant compte le contenu et en abandonnant le jugement à aucun paramètre externe. Et dans les paramètres externes, il y a aussi la question de la réputation des revues, de la notoriété, du prestige. Voilà, c'est un mot qu'on entend dire parfois. Et chez nous, dans certaines disciplines, enfin notamment en économie-gestion, qui était le dernier secteur à appliquer ce système, ça se caractérisait par un classement des revues, voilà, en 5 niveaux avec des petites étoiles. Et publié dans ces revues-là, rapporté aux chercheurs des étoiles, et on compte les étoiles pour savoir, voilà. Ce qui revient à une forme d'évaluation voilà, quantitative, quelque part. Et donc, suite à la publication de la feuille de route sciences ouvertes, on a eu un débat avec la section d'économie-gestion, un débat complexe hein, avec eux, répété avec eux. Hein. Et l'an dernier, la section a abandonné son classement, ce qui a été, dans le monde de l'économie-gestion, un événement tout à fait retentissant, parce que ça provoque un changement. Alors, il y a d'autres classements que le classement de la section du CNRS, donc ce n'est pas la fin de l'histoire, mais quand même, ça a fait une sorte d'électrochoc. Et ce qui était très intéressant, je trouve, presque d'un point de vue sociologique, si vous voulez, c'est que le CNRS n'est pas complètement en mesure d'ordonner à sa section de faire ça, en fait. Comme le disait Michel Paul, il faut que l'impulsion vienne de la communauté elle-même. On est vous voyez, il y a une question aussi de liberté académique qui est très, très complexe. Hein. La science ouverte, c'est une tension entre une politique publique et la liberté académique. En fait. C'est ça le cœur du sujet. Et finalement, ça vous montre la portée performative des politiques. C'est-à-dire que la section elle aurait pu ne pas le faire, mais finalement, elle l'a fait parce qu'elle avait bien conscience qu'après que l'établissement ait indiqué une direction aussi claire, il était très difficile pour elle de maintenir son classement. Donc, vous voyez, c'était très intéressant, je trouve, sur comment la politique de sciences ouvertes peut progresser, quoi. Et ça soulève des tas de questions parce qu'on se retrouve avec une communauté qui n'a plus l'habitude, en fait, tout simplement, de faire de l'évaluation intrinsèque. Donc, ils ont eux-mêmes des questions à se poser sur comment ils doivent faire. Et je pense que dans les autres disciplines qui font de l'évaluation quantitative hardcore avec du facteur d'impact, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que s'ils abandonnent le facteur d'impact, ils doivent se réorganiser pour faire l'évaluation. C'est loin d'être simple, en fait. Il faut que la communauté réinvente ses processus délibératifs, etc.
Donc, voilà. Mais l'évaluation, c'est le point central, en fait, de ce document. C'est le point central parce que nos systèmes ne reposent pas sur des décisions individuelles. Ils reposent sur des réactions des individus à la structure de leur champ. Et la structure des champs disciplinaires, elle est très largement surdéterminée par l'évaluation. Donc, si ça ne touche pas à l'évaluation, ça n'a qu'une portée limitée. Michel, tu veux peut-être réagir? Oui, je veux bien rebondir sur les paroles de Lionel parce que je suis absolument d'accord. Notamment en tant que chercheur, évidemment, que c'est vraiment le socle de l'acceptation par les chercheurs des règles de la science ouverte. Je pense qu'ils peuvent être d'accord intrinsèquement, finalement, sur cette idée, sur l'esprit de la science ouverte, mais malheureusement, très rapidement, ils peuvent se heurter aussi à la réalité vraiment quotidienne de la recherche. Tout le monde le sait que les chercheurs nous sont évalués tout le temps, partout, par tous, et donc, si vraiment l'évaluation n'est pas comprise par les chercheurs et qu'on ne leur donne pas le signal que vraiment profondément on est en train de changer les règles de l'évaluation, eh bien la portée effectivement de cet esprit de science ouverte sera toujours bridée et limitée. Donc il est plus facile pour moi de signer une déclaration comme Dora, l'INSERM l'a fait en 2018. Bon, voilà. Mais après, pour vraiment traduire dans les règles, dans le quotidien, ce changement d'évaluation, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on progresse quand même chez nous. Faut pas être uniquement pessimiste, puisqu'aujourd'hui, clairement, dans l'évaluation, on prend en compte des préprints. Évidemment, comme je le mentionnais déjà, les chercheurs désormais doivent mentionner dans les formulaires d'évaluation les articles qu'ils ont déposés dans HAL. Et très bientôt, d'ailleurs, ils vont aussi être appelés à mentionner comment ils gèrent les données. Non seulement s'ils les ouvrent ou s'ils les partagent, mais tout simplement donner leur façon de gérer les données. Sylvie l'a évoqué, effectivement, les cahiers électroniques qu'on a largement déployés à l'INSERM vont les aider. Mais bon, c'est quand même important que ces dimensions soient prises désormais par les systèmes d'évaluation. Après, encore une fois, Lionel l'a rappelé, on ne peut pas mettre une directive top-down là-dessus. Puisque très clairement, les commissions sont aussi indépendantes. Les commissions de spécialistes chez nous sont indépendantes et chaque président de commission, finalement, peut appuyer de quelle façon il va diriger cette évaluation avec des règles de la science ouverte ou pas. Et puis, le dernier facteur que je veux mentionner, parce que c'est la réalité de tous ceux qui sont des évaluateurs aussi, c'est le temps. Quand on est dans une commission, que ce soit vraiment spécialiste ou même quand on participe à des commissions de l'HCERS, on est en charge d'un certain nombre de dossiers. Évidemment, souvent, on les reçoit très tard et donc après, on lutte vraiment avec le temps et c'est beaucoup plus facile de s'appuyer malheureusement sur quelques chiffres, sur quelques métriques, plutôt que d'aller dans la profondeur du dossier, vraiment d'évaluer l'impact de la recherche, l'impact des projets proposés. Et je pense que là-dessus, l'exemple peut venir d'ailleurs. D'ailleurs, il vient, parce que clairement, l'ANR, et Martine l'a rappelé, il est très tôt positionné vraiment sur cette évaluation avec des règles de sciences ouvertes. Et pour finir, je pense que les mots que j'ai entendus effectivement la semaine dernière de Thierry Coulon, responsable de HCERS, qui n'exclut pas que dans l'avenir proche, l'évaluation des équipes aussi sera fondée sur les articles présents dans HAL, mais me réconforte dans l'avancement de ces changements d'évaluation. Merci beaucoup, Michel. Martine, peut-être du coup sur… tu as déjà parlé d'un certain nombre de choses, mais peut-être sur le périmètre européen, sur cette question-là, au sein de la coalition Est, par exemple? Est-ce que c'est une question que vous abordez ou pas? Alors, il y a effectivement un groupe qui s'est saisi de la mise en œuvre d'Aura et de la déclaration San Francisco, comment les agences se saisissent aussi de ça. Voilà, également, côté Sciences Europe, on en discute. Peut-être
Oui, côté ANR, on est signataire de cette déclaration de San Francisco depuis 2018. Concrètement, ça veut dire qu'on a indiqué explicitement, comme le demande la déclaration, les critères qui sont utilisés pour évaluer, bien entendu non pas les chercheurs, ce n'est pas le rôle de l'ANR, mais évaluer les projets déposés et donc évaluer entre autres la production scientifique liée au consortium qui dépose le projet. Et donc, ce qui est demandé d'une part au consortium qui dépose, c'est de limiter à 5 le nombre de publications. Alors en fait, maintenant, c'est vu comme publication et production scientifique. Ça a été dit, il faut considérer également tout résultat de travaux de recherche, jeux de données, logiciels, participation à des groupes de standardisation, etc. Tout ceci a un impact, on le sait, fort. Et donc, on demande donc de choisir 5 publications ou production. Donc ça, c'est côté ce qui est demandé aux déposants. Et au comité d'évaluation, eh bien, ce qui est demandé, c'est d'aller regarder le contenu. Alors, je rejoins Michel, bien sûr que ce qui nous est opposé parfois, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Quand on a un portefeuille de projets à évaluer, eh bien, c'est certain que d'aller voir en profondeur le contenu de ces productions scientifiques, c'est vrai que c'est plus chronophage. Et également, donc, ce qui est demandé dans les comités, c'est que au cours des débats, eh bien, ne soit pas du tout mentionné justement cette notion de hiérarchie dans les revues au journal, donc de facteurs d'impact, ni dans les débats, ni dans les rapports qui sont ensuite envoyés aux porteurs de projets. Je pense que ça va se faire là encore de façon progressive, parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises, parce que, Michel l'a dit, parfois c'est plus facile de s'appuyer sur des choses qu'on connaît et on se dit, bah voilà, on peut faire confiance. Donc, ça va se faire progressivement. Bon, on peut constater quand même là depuis 2 ou 3 ans que ça commence à être vraiment quand même dans les entrées au sein des comités d'évaluation. Je pense qu'il y a un enjeu peut-être particulier autour de cette évaluation qui est celle des jeunes chercheurs. On a un instrument particulier qui s'appelle donc Jeunes chercheurs, et on a pu entendre que, bah oui, certes, pour un chercheur senior, s'affranchir, si je puis dire, de ce joug, de ce diktat de la publication dans des revues prestigieuses à notoriété, eh bien, c'était possible, mais que pour un jeune chercheur, c'était le passage obligé. Voilà, et là, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça et que l'on puisse répondre justement positivement à ces interrogations de jeunes chercheurs en mettant vraiment en place des évaluations des projets, en entrant vraiment dans le qualitatif pour pouvoir voilà, les inciter à faire les bons choix et voilà, mais il faut accompagner, je pense, ces jeunes chercheurs. Anne, sur l'évaluation dans une université, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Non, je pense que les questionnements et ce qui a été dit, et je vais peut-être redire des choses qui ont été dites parce que c'était très bien dit et je m'associe. Oui, c'est vrai que c'est une question difficile. C'est une question qui, si on la voit du point de vue un petit peu pessimiste ou des difficultés, effectivement, pose toutes les difficultés qui ont été pointées là. Et la question des jeunes chercheurs, elle est vraiment très importante, de même que sur la formation, on parle beaucoup de former les doctorants. Il faut qu'on fasse attention à ne pas faire porter sur nos collègues les plus jeunes
toute la politique. Ce n'est pas du tout ce qui est fait, mais c'est aussi peut-être un biais possible. D'un point de vue plus positif, peut-être que ce qui est en train de se passer grâce à la science ouverte, c'est aussi une façon de revoir des questions d'évaluation sur lesquelles on bute aussi l'interdisciplinarité, l'implication sur certaines parties de nos métiers, de nos missions, puisque c'est assez des missions qui sont assez diverses. Alors après, effectivement, sur la question plus centrée de l'évaluation sur le volet scientifique et de la production, peut-être juste redire que effectivement, en fait, les mêmes personnes qui sont évaluées sont aussi, puisqu'il y a beaucoup d'évaluations par les pairs, des évaluateurs, et je crois que c'est François Gibier qui pointait ça aussi, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de remettre la lumière et de remettre un rôle d'acteur fort quand on est évaluateur et pas seulement quand on est évalué des pratiques et de comment on voit les choses. Donc, c'est vraiment ce travail à tous les niveaux qu'il faut, à mon sens, vraiment bien penser, bien produire, bien accompagner. Et je rejoins Lionel sur le fait que quand il y a des allers-retours entre ce travail, et tout le monde l'a dit, et Michel l'a aussi redit sur l'aspect, il faut que ça parte des communautés. Quand il y a des signaux et qu'il y a le rebond après par les communautés, je pense que ce sera la seule façon d'agir. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. On a des questions peut-être, Laure, quand même un petit peu. Première question, du coup. Alors, il y a pas mal d'échanges qui ont été traités directement dans la liste et merci aux participants pour les réponses apportées en direct. On a une question notamment sur le système SIGAPS et du coup, comment est-ce que c'est possible d'amener une acculturation en sciences ouvertes dans les hôpitaux? Michel? Non, je me risquerai pas de répondre à ça, à vrai dire, parce que c'est une question tellement complexe, parce que c'est vrai que dans les hôpitaux universitaires ou les hospitaliers sont souvent écartelés un petit peu entre leurs charges justement vraiment hospitalières, de recherche, etc. Donc, de publier n'est toujours pas chose facile. Souvent, ces publications sont quand même associées à des équipes de recherche aussi de l'INSERM. Et donc, vraiment, cette question de SIGAPS a été évoquée à de nombreuses fois déjà. Mais honnêtement, moi, j'ai aucune idée comment résoudre ça, si ce n'est cette fois-ci, au contraire, d'en haut. Et il faudrait que vraiment, je ne sais pas si c'est dans ce cas le ministère de la Recherche ou le ministère de la Santé qui devrait s'impliquer dans cette question-là, parce que c'est vrai, moi, ça me fait penser un petit peu au système chinois que vous connaissez tous, hein, de valorisation de deniers publics finalement en fonction de nombre d'articles publiés. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu malsain, j'allais dire, cette façon de procéder. Mais je n'ai pas d'idée, donc voilà, malheureusement, je n'apporterai pas de réponse à ça. Non, ce n'est pas une question facile, je reconnais. Je pense qu'il y a deux niveaux en fait autour de l'évaluation. Il y a l'évaluation individuelle et là, c'est des communautés de chercheurs aussi qui ont un rôle important à jouer. Peut-être dans la table ronde de tout à l'heure, avec les chercheurs, vous pourrez reposer cette question-là, puisqu'il y a une part de cette évaluation qui vient bien de la communauté des chercheurs. Puis après, il y a les évaluations plus collectives autour des laboratoires, etc. Et là, c'est l'HCERS. Peut-être que c'est en train de bouger aussi, comme ça a bougé grâce à l'ANR et au niveau des financeurs. Et je pense qu'on voilà, c'est un des derniers leviers qu'il faut faire bouger pour faire avancer la science ouverte. Et j'espère qu'on va y arriver peu à peu. On a presque fini, mais peut-être une mini conclusion s'il y en a un ou deux de vous qui veulent dire, je ne sais pas, juste un petit mot pour conclure. Alors, je peux peut-être dire un petit mot, Odile. Allez, vas-y. Allez, juste dire un petit mot, c'est l'occasion peut-être de conclure là-dessus pour dire que l'ANR va se doter d'une nouvelle direction qui va s'appeler la direction de la stratégie numérique et des données. Et je pense que c'est un message fort qui montre à quel point cette question de la donnée est devenue vraiment centrale comme vecteur de connaissance
sens de la transformation de l'action publique. Le domaine d'intervention de cette direction, donc, que j'aurai l'honneur de m'occuper, son domaine d'intervention, ça va être justement vraiment l'élaboration d'une politique de la donnée à l'ANR au sens large, également démarche de simplification et de partage d'informations justement entre tous les acteurs publics de l'ESRI. La transformation de la donnée en information. Vous savez que la mission de l'ANR, c'est aussi de pouvoir effectuer des bilans, des études, des analyses d'impact. Et enfin, et ce n'est pas le moins des enjeux, donc de poursuivre le travail de transition vers la science ouverte. Et donc, voilà, j'aurai le plaisir d'avoir Zoé Ancion et Gala Garcia-Riati qui vont donc rejoindre cette direction. Et voilà, c'était l'occasion de vous le dire. Merci beaucoup. Et c'est un très beau signe, je trouve, que dans l'ANR, il y a un département à la fois données, mais aussi sciences ouvertes. Voilà, qui couvre tout le sujet sciences ouvertes. Et du coup, ça me permet, moi, de dire que si je devais faire une conclusion, je rebouclerais sur ce que Lionel a dit au tout départ, en fait, c'est-à-dire l'importance de ces politiques publiques, l'importance de ces politiques dans les établissements et dans les organismes, parce que ça donne de la légitimité, parce que ça donne de la force, parce que ça rassemble, et puis parce que ça donne du sens, en fait. Et c'est peut-être ça que moi j'ai envie de dire, ça, c'est que ces politiques de sciences ouvertes, elles permettent de donner du sens. Que ce soit dans les publications, dans les données, dans l'évaluation, à chaque fois, ça permet ça. Ça permet le collectif et le sens. Et le fait que ça se développe dans tous les niveaux de l'enseignement supérieur et de la recherche en France est un très bon signe pour l'avenir. J'espère que la prochaine enquête qu'on fera, il n'y aura pas 20 établissements qui auront des politiques, mais 2 fois plus et peut-être plus. Et tous les gens qui nous écoutent là, ce sont des personnes qui portent ça aussi, puisqu'ils portent ça au sein de Casual et des archives ouvertes. Mais c'est eux aussi qui portent cette politique et qui permettent aux hiérarchies au-dessus de se sensibiliser à cela et ensuite de pouvoir les définir. Donc, j'espère que vous porterez tout cela pour que les politiques nationales et les politiques d'établissement se développent au niveau de la science ouverte. Voilà. Je voulais conclure de cette façon-là. Je vous remercie tous beaucoup pour les échanges, pour la participation. Merci à Casual pour l'organisation. Et on essaye de finir à l'heure. C'est pas si mal, hein, parce qu'après… Bravo. Je pense que c'est important. Bon, il faut finir, il faut aller déjeuner, faire les cafés, tout ça. Après, vous avez beaucoup de choses. Donc, voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée tous ensemble et à très bientôt.